Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit processeur, le 5600G d'AMD. On y va, c'est parti. Alors, pour rappel, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, les Ryzen 5000G, c'est la dernière génération d'APU d'AMD. Les APU chez AMD, ben, c'est tout simplement des processeurs avec une partie graphique. Et pour faire très simple, hein, un Ryzen 5600G, ce n'est pas un Ryzen 5600X, par exemple, avec la partie graphique intégrée en plus. Ce sont des puces différentes qui ont un compromis au niveau des performances qui n'est pas le même. Généralement, cette gamme G, ces puces, ces APU sont le plus souvent pour AMD réservées soit pour les PC portables, soit pour les PC de gros constructeurs tels que HP et compagnie. Et donc du coup, AMD a décidé de sortir pour les PC de bureau au mois d'août dernier cette gamme de processeurs avec une partie graphique intégrée, très probablement pour aider, entre guillemets, les gens qui ont des difficultés à obtenir un GPU à l'heure actuelle, ce qui concerne quand même pas mal de monde, et AMD avait bien compris que, ben, vu que ces processeurs n'ont pas de partie graphique, c'était un petit peu compliqué du coup d'acheter uniquement le processeur et de ne rien pouvoir en faire. Donc cette gamme Ryzen 5000G contient 3 processeurs. On a le 5700G qui contient 8 corps, 16 threads, une partie graphique Vega avec 8 CU. On a ensuite le 5600G qui nous intéresse ici, qui est un 6 corps, 12 threads avec une partie graphique avec 7 CU. Et enfin, il y a le 5300G qui est un 4 corps, 8 threads et la partie graphique avec 6 CU. Alors le souci du 5300G, hein, c'est que c'est un processeur réservé aux OEM, donc aux intégrateurs, aux PC portables. Ça veut dire qu'on ne va pas le retrouver en version boîte officielle comme le 5600G ici, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le retrouver dans le commerce en version bulk. J'avoue que c'est un petit peu dommage, hein, puisque ce 5300G aurait probablement été le plus intéressant de la gamme. Alors, au niveau tarifaire, à l'heure actuelle, hein, on trouve le 5700G sur le site d'AMD pour environ 370 € et on trouve le 5600G lui pour environ 270 €. Je ne serais pas vraiment surpris que les prix dans le commerce se dirigent un petit peu vers la baisse au fur et à mesure qu'on se rapproche de la sortie de la future gamme de processeurs d'Intel, mais au global, ces prix sont corrects sans plus. Donc bon, j'ai eu l'occasion de tester ce 5600G pendant quelques semaines. Du coup, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, principalement en utilisation pour la partie graphique intégrée. Puisque bon, pour ce qui est des chiffres de performance du processeur en tâches classiques, il y a déjà plein de tests sur le sujet, ça m'intéressait pas vraiment d'en parler. Moi, ce qui m'intéressait avec ces processeurs-là, c'était de voir un petit peu à quoi on peut jouer et dans quelles conditions. Pour ce qui est benchmark synthétique, benchmark en applicatif, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Ce sont des processeurs qui sont dans la moyenne. Au niveau applicatif, on se situe aux alentours d'un 10600K de chez Intel. On est du coup un petit peu en dessous du 5600X et du 5800X pour le 5700G. Et pour ce qui est des performances du processeur en gaming avec un GPU externe, on se situe plus aux alentours des 3000 de la génération précédente d'AMD que des 5000 de la génération actuelle. Bon, alors ça c'est valable en 1080p. Évidemment, au plus vous montez en résolution, au moins l'impact se fait ressentir. Mais bon, ce sont des processeurs au global dans la moyenne. Ils ne sont pas excellents dans quoi que ce soit, mais ils ne sont pas mauvais non plus dans quoi que ce soit. Par contre, au niveau consommation, chauffe et compagnie, vu que ce sont des processeurs relativement orientés PC portable à la base, ça consomme pas beaucoup. Chose sympathique hein, ici, ben, c'est qu'on a aussi le ventirad d'inclus dans la boîte hein, sur le 5600G et le 5700G. Sur la gamme X, on avait le ventirad uniquement sur le 5600G. Bon, alors ce n'est clairement pas le meilleur ventirad du monde, mais ça dépanne. Donc bref, au niveau de ce 5600G, hein, moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était de voir un petit peu ce que l'on pouvait faire avec cette partie graphique à l'usage, en conditions réelles, à quel jeu on peut jouer, dans quelles conditions, est-ce que du coup c'est une option viable pour patienter pendant cette pénurie de cartes graphiques. Donc j'ai testé la chose hein, dans une vingtaine de jeux,
des jeux un petit peu plus orientés e-sport et compétitifs que mon panel de jeux habituel. Et du coup ici c'est un petit peu différent de ce que je fais habituellement au niveau de mon panel de jeux ou de ce que je demande aux GPU classiques, hein. Généralement on essaye de pousser les GPU dans leur dernier retranchement pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ici j'ai plutôt cherché à voir ce qui était utilisable pour pouvoir jouer dans des conditions correctes. Alors je rajoute aussi, hein, avant de passer sur les chiffres, j'ai aussi testé du coup MacPy et Lossless Scaling dans les jeux où c'était pertinent de le faire, pour voir un petit peu si on pouvait rajouter du FSR pour améliorer un petit peu la qualité d'image dans certaines conditions. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, hein, que le FSR en basse résolution, c'est pas la folie, mais je trouve quand même, malgré tout, que ça reste mieux que l'image dans sa résolution native, entre guillemets. Je préfère jouer en 720p avec FSR qu'en 720p classique. Mais bien évidemment, si on peut jouer en 1080p dans des conditions correctes, on va évidemment largement préférer jouer en 1080p qu'en 720p FSR, il n'y a même pas photo. Donc au niveau de la configuration de test, j'utilise donc un 5600G sur une carte mère Asus X570 F, 64 Go de RAM à 3200 MHz en casse 16. Alors oui, je sais, sur ces APU, si on utilise de la RAM plus rapide, on peut obtenir de meilleures performances. Personnellement, je me vois mal coupler de la RAM à 4000 MHz avec ce type de processeur. Ça fait un peu con d'acheter de la RAM assez chère pour la coupler à un processeur milieu de gamme pour gratter 2-3 FPS. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais si vous êtes du genre à essayer d'optimiser ce type d'APU à fond, effectivement, vous pouvez mettre de la RAM plus rapide et vous en tirerez un petit peu plus au niveau performance. C'est pareil au niveau de l'overclocking de la partie graphique. On peut passer des 1900 MHz stock à environ 2500 MHz. C'est faisable, on va gagner quelques petits FPS en plus, mais c'est pas transformatif à mon goût, hein, ça va pas rendre l'expérience largement meilleure. On va juste dire que c'est moins pire. Mais bon, je préfère le dire avant qu'on me casse les couilles dans les commentaires là-dessus. Oui, on peut passer de 33 à 37 FPS. Waouh, ça va pas changer grand-chose. Et donc, on commence avec Cyberpunk 2077, hein, qui est un des jeux les plus gourmands actuellement. Hein. Et évidemment, sur ce type de jeu, eh bien, l'APU est en très grosse difficulté. On fait tourner malgré tout le jeu en 720p et on tourne aux alentours des 31-32 FPS de moyenne, avec des chutes parfois assez violentes, hein, en dessous des 15 FPS. Alors c'est jouable, mais est-ce qu'on a vraiment envie de jouer à ce type de jeu dans ces conditions-là? Pas vraiment. Si on a envie de jouer à Cyberpunk 2077, ben, je pense qu'il vaudra mieux attendre d'avoir un vrai GPU plutôt que de se forcer à jouer à ce type de jeu avec un APU. Et on enchaîne, hein, toujours chez CD Projekt Red avec ici The Witcher 3 qui est un petit peu plus ancien. Et en 1080p médium, on tourne aux alentours, encore une fois, des 32 FPS. Alors, c'est pas vraiment hyper agréable, mais c'est jouable. Par contre, si on descend en 720p, on va tourner à 58 FPS environ, ce qui est quand même largement plus agréable au global. On a là aussi encore une fois des petites chutes de FPS. Et si on utilise des injecteurs de FSR en 720p, là on va tourner aux environs des 50 FPS. Donc bref, hein, ici j'aurais tendance à dire c'est une histoire de compromis et de goût, mais le jeu au global est jouable et je pense qu'on peut faire l'aventure en entier dans des conditions correctes sans plus. Mais là aussi, encore une fois, on est bien loin de ce que peut nous offrir un GPU. Alors on enchaîne avec Overwatch, et en jeu compétitif, en médium, en 1080p, on sort environ 73 FPS avec cette APU, ce qui n'est pas si mauvais que ça. On a des baisses à environ 58 FPS. Au global, bon, c'est jouable, c'est très jouable. On peut jouer à Overwatch en 1080p 60 FPS avec le 5600G. Donc on enchaîne avec Call of Duty Modern Warfare, et là c'est une autre histoire, hein, par rapport à Overwatch. Ici, on ne peut obtenir environ que 60 FPS en 720p avec tout au minimum. Alors je sais que le moteur est assez gourmand, vu ce qui est affiché, on peut se demander pourquoi. Mais bon, j'ai envie de dire, sur ce jeu-là, vaut mieux s'abstenir. Mais si on a vraiment envie d'y jouer absolument et qu'on n'a pas le choix, on peut jouer en 720p
Alors on aura des baisses de framerate, ce sera pas très agréable, mais on peut jouer à ce jeu. J'ai ensuite sorti World of Warcraft classique et retail, et là on peut jouer en 1080p en réglage classique sur WoW classique. On est aux alentours des 120 fps en moyenne, on a quelques chutes à environ 60 par moment. Bon, c'est très jouable, sans vraiment grosse surprise, hein. World of Warcraft, c'est pas le jeu le plus gourmand du monde, mais c'est un jeu qui prend beaucoup de temps. Mais si on a envie de patienter jusqu'à ce que les prix baissent, ça peut être une option intéressante. Horizon Zero Dawn, alors c'est un jeu très gourmand, puisqu'on ne peut pas vraiment y jouer dans des conditions correctes, en dehors du 720p minimum. Et là, on va avoir environ 40 fps de moyenne, c'est jouable. Bah là, c'est un petit peu la même chose que Cyberpunk. Est-ce qu'on a envie malgré tout de jouer à ce genre de jeu dans des conditions pareilles? J'aurais tendance à dire autant y jouer sur PS4. Ensuite, Resident Evil Village, alors c'est un jeu assez récent, il n'est pas si gourmand que ça au global, et ce qui est intéressant sur RE8, eh bien c'est qu'on a le support officiel du FSR dans le jeu, ce qui fait que autant en 1080p, avec tous les détails au minimum, on tire environ 35 fps, mais on peut activer du coup le FSR en 1080p. Avec le FSR en Ultra Quality, on gagne pas grand chose, je dois bien l'avouer. Par contre, en mode Quality, on passe d'environ 35 fps à 43, ce qui rend la chose un petit peu plus jouable. Et c'est pas trop moche. C'est pas trop moche. Le jeu, même avec tout au minimum, s'en sort pas si mal que ça, je trouve. Et on enchaîne avec mon jeu pas préféré du tout, puisque j'ai du coup installé Fortnite pour pouvoir tester cette APU. Et sur Fortnite, en 1080p, avec tout au minimum, on tourne aux alentours des 80 fps pratiquement, ce qui n'est pas si mal que ça. Et c'est tout à fait jouable. On a quelques baisses de FPS, principalement au moment du chargement de la map. Après, c'est relativement stable dans l'ensemble. Et j'ai pas trouvé ça hyper désagréable, malgré le fait que tout soit au minimum. Alors c'est pas très joli, mais on peut jouer. Alors ensuite avec Rainbow Six Siege, ici on peut jouer en 1080p avec tout au minimum et on aura une moyenne de 63 fps environ. On a quelques baisses aux alentours des 50 fps, c'est pas dramatique, c'est jouable en 1080p. Alors évidemment si vous êtes vraiment un joueur très compétitif, vous allez vouloir plus de fps que ça, et là en 720p, on va sortir 112 fps de moyenne environ, avec quelques baisses dans les 80. C'est à vous de voir ce qui est le plus important pour vous. J'ai testé avec le 720p, avec FSR, et là, on tournait aux environs des 100 fps de moyenne, ce qui rendait le jeu un petit peu plus net qu'en 720p classique, ce qui n'est pas de refus, en 720p classique, ça pique un petit peu quand même au niveau des yeux, mais bon, on peut jouer à ce jeu-là, dans des conditions relativement correctes, même en 1080p, même si c'est pas la fluidité absolue. Alors on enchaîne avec CSGO. CSGO, on peut jouer à CSGO avec cette APU en 1080p en high, où on a environ 100 fps, et en 1080p low, on tourne aux environs des 140, qui n'est pas trop mal. On a des baisses de framerate à certains moments, malgré tout. Si vous cherchez la fluidité absolue sur ce jeu, faudra peut-être faire quelques sacrifices, mais dans l'ensemble, c'est correct. Valorant, alors Valorant c'est pareil, j'avais jamais installé le truc. On tourne aux alentours des 206 fps de moyenne en 1080p en low avec notre petite APU. Bon, ce jeu-là est vraiment très peu gourmand au global. On peut y jouer avec l'APU dans des conditions plutôt correctes. Apex Legends, alors là c'est une autre paire de manches. En 1080p low, on est à peine aux environs des 52 fps avec des chutes quand même assez significatives aux alentours des 30. C'est un petit peu mieux en 720p, puisqu'en 720p tout au minimum, on tourne aux alentours des 100 fps. Et en 720p avec FSR, ici on tourne aux environs des 80 fps. Bon, ben là encore une fois j'ai envie de dire, ça dépend quel type de fluidité vous recherchez sur ce jeu-là. Mais c'est jouable. C'est pas très joli, mais c'est jouable malgré tout avec l'APU. Battlefield 5, alors Battlefield 5, même avec tout au minimum, je trouve que le jeu n'est pas trop moche. Et on peut s'en sortir en 1080p avec tout au minimum aux environs des 40 fps. C'est un petit peu limite au niveau fluidité. Par contre, en 720p, on tourne aux alentours des 76 fps, ce qui n'est pas trop mal. Donc en 720p, BF5, c'est jouable. Et donc ensuite on a Smite, qui n'a rien à voir avec Battlefield, qui est un MOBA à la 3e personne.
Et on peut jouer à Smite avec cette APU en 1080p high, puisqu'on tourne aux alentours des 77 FPS, c'est largement suffisant à mon sens hein, sur ce jeu, puisque tant qu'on est aux alentours des 60, bah, on s'en sort plutôt pas mal. Alors, Shadow of the Tomb Raider, alors c'est un jeu assez gourmand là aussi, hein, en 1080p avec tout au minimum. Le jeu n'est pas hyper moche, mais c'est pas non plus hyper agréable. Là, encore une fois, on tourne aux alentours des 40 FPS. Si on met tout au minimum en 720p, on tourne aux alentours des 60. Encore une fois, c'est jouable, mais est-ce qu'on a envie de faire ce genre de jeu-là qui sont parfois assez contemplatifs, avec tous les détails au minimum? Bon, pas vraiment, à mon sens. Alors, Vermintide 2, j'ai essayé en 1080p avec tout au minimum, et on tourne aux alentours des 60 FPS, ce qui est plutôt correct et jouable pour le coup. Et on enchaîne avec Rocket League. Rocket League en 1080p tout au minimum, encore une fois. On tourne aux alentours des 70 FPS, c'est jouable dans l'ensemble. Là encore une fois, sur ce type de jeu, si vous voulez beaucoup plus de FPS, il faudra passer par la case 720p. Dota 2, ici, encore une fois, c'est un jeu avec support officiel du FSR, et Dota 2 en 1080p, en high, le jeu tourne à environ 64 FPS, ce qui est plutôt correct. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus fluide, vous pouvez activer le FSR à 80% et vous obtiendrez 70 FPS, ce qui vous laisse un petit peu plus de marge et un petit peu moins de baisse au niveau des FPS. Alors, The Division 2, c'est un petit peu plus compliqué ici, encore une fois, en 1080p médium, on n'atteint même pas les 30 FPS. En low, on tourne aux alentours des 48, ce qui est jouable sans plus, et pour taper les 60 FPS environ, il faut taper le 720p, ici encore une fois, avec quasiment tout au minimum. Bon, c'est pas hyper joli, c'est pas hyper agréable, mais bon, c'est jouable. Alors sur Division 2, ici encore une fois j'ai testé l'injecteur de FSR, ça fonctionne pas trop mal, puisqu'on passe de 78 FPS environ en 720p classique à 69 FPS avec le FSR d'activer. C'est un petit peu mieux que le 720p classique, là encore une fois, c'est jouable. Et ensuite on a FF14 qui est un des autres gros MMORPG actuels, ici en 720p avec des tailles réglées en mode standard dans le benchmark officiel du jeu, on tourne à environ 80 FPS. Alors j'avais commencé à faire les tests en 1080p et je trouvais que les performances étaient vraiment pas terribles, vu ce qui était affiché. Alors je ne sais pas si le benchmark est particulièrement gourmand ou si le jeu l'est devenu. Je sais qu'à l'époque c'était bon, plus gourmand que par exemple World of Warcraft, mais ça tournait plutôt pas mal, même sur des configs très modestes. Est-ce que le jeu est devenu de plus en plus gourmand au fil du temps? C'est possible. Les premières zones du jeu étaient taillées entre guillemets pour jouer sur une PS3. À l'heure actuelle, c'est probablement plus gourmand que ça ne l'était à l'époque, mais je pense qu'on peut s'en sortir malgré tout. Et parfois même en 1080p selon les détails choisis sur ce jeu-là, bon, ça doit être jouable. Et on termine avec FF15. Alors ici, encore une fois, c'est un jeu solo, et c'est un petit peu compliqué, encore une fois, pour l'APU ici, puisqu'en 1080p, on atteint difficilement les 25 FPS sur ce jeu, malgré tous les détails au minimum. Ce n'est vraiment jouable qu'en 720p, avec environ 40 FPS. Là, encore une fois, c'est le type de jeu où vaut mieux attendre d'avoir un vrai GPU pour pouvoir jouer dans des conditions correctes. Donc du coup, est-ce qu'on peut se servir d'un 5600G pour patienter le temps que la pénurie se calme pour jouer en 720p voire 1080p quand c'est possible? Oui, oui, c'est faisable. Est-ce que c'est sympathique? Est-ce que c'est agréable? Ça dépend de vos exigences, mais on peut faire tout à fait un PC et jouer à quasiment tous les jeux. Alors, si vous voulez faire des jeux solo, il faudra peut-être mieux du coup privilégier les jeux un petit peu plus anciens, où là l'APU ne devrait pas avoir trop de mal à jouer à la grosse majorité des jeux. Pour les jeux compétitifs, pour les jeux en ligne, ça passe aussi dans l'ensemble, c'est pas hyper agréable graphiquement, ou au niveau des FPS, on a vu mieux, mais c'est jouable. Par contre, moi, la question que j'ai envie de poser, du coup, c'est que pour environ 300 balles, est-ce que c'est la meilleure solution pour jouer actuellement? Ben non, tout simplement non. On peut trouver, à l'heure actuelle, par exemple, des Xbox Series S pour 300 balles. Parfois même, elle est en promo aux environs 250. On peut la toucher en reconditionné Amazon pour environ 2,80.
Et pour ce tarif-là, on a une console complète, on y rajoute le Game Pass et on peut jouer dans des conditions largement meilleures que ce 5600G nous le permet. Et le 5600G, il faut encore rajouter tout le reste du PC. La Xbox, on paye les 300 balles, on a tout sous la main. Et je rajoute hein, que pour certains FPS, hein, maintenant, on peut jouer au clavier souris sur console. Alors pas sur tous les jeux, mais je crois que sur Modern Warfare, par exemple, on peut y jouer au clavier souris sur console. Et dans ces conditions-là, la Xbox Series S, elle fume complètement ce 5600G sur quasiment tous les jeux. Donc bref, c'est quelque chose que je dis assez régulièrement hein, à l'heure actuelle, pour jouer pour pas trop cher dans des conditions plutôt correctes. La Xbox Series S, pour moi, c'est quelque chose de plutôt intéressant au niveau performance, prix. Il n'y a rien qui arrive proche de ça sur PC actuellement. Et la deuxième question que je me suis posée, hein, c'est que est-ce qu'on peut pas faire mieux que ce 5100G sur PC pour environ 300 balles? Est-ce que, à tout hasard, si on prenait par exemple un 10400F de chez Intel qui coûte environ 150 balles actuellement, et qu'on lui rajoutait à tout hasard un petit GPU d'occasion qui coûte pas trop cher actuellement, pour environ 100 balles, ici on a une 7970, c'est un vieux GPU, euh, qui a été renommé par la suite en R9 280X. Est-ce que, du coup, pour environ 250 balles, on fait pas mieux que ce Ryzen 5600G? Bien, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc bref, vous l'aurez compris, hein, la prochaine vidéo, ce sera un test de la Radeon 7970, et on verra comment se comporte en jeu, à l'heure actuelle, un GPU qui a plus de 10 ans, et on le mettra en face des résultats du 5600G. Et du coup, on verra hein, que pour deux solutions qui coûtent environ 300 balles, laquelle se démarque et avec laquelle on peut jouer au mieux à l'heure actuelle. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire tous les trucs casse-couilles de YouTube. Vous savez de quoi je parle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à passer sur Discord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le stream quand je stream, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!